tous, bienvenue dans le 100 Sauce avec moi-même, 100 Business. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3. Et aujourd'hui, j'ai un invité de marque, vraiment un invité de marque, et je voulais l'avoir depuis longtemps. Monsieur Banks, comment tu vas? Bah écoute, super bien, merci. Et toi, 100 Business. Ça se passe, merci. Avant de commencer, avant que tu te présentes, je voulais dire aux gens comment je t'ai rencontré. Parce que c'était assez marrant. C'était il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. On était dans un petit événement business. Et t'es arrivé en retard. Et t'es venu, tu t'es mis dans le fond, t'as parlé à personne. J'ai dit, mais c'est bizarre, il parle à personne. Et ensuite, tu t'es levé, je crois. Si je me rappelle bien, tu t'es levé. T'as dit, oui, bonjour, je m'appelle Monsieur Banks et tout. Et j'aurai un événement. Je crois que t'as dit que t'auras un événement, un truc comme ça. Et t'as donné les cartes à tout le monde. Et c'est comme ça que je t'ai connu. Après, je suis allé à tes événements. Et depuis ce jour-là, toujours en contact. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Bon, tout le monde sait que j'étais en retard sur cet événement-là, mais bon, au moins, c'était pour une bonne raison. Yes, du coup, présente-toi brièvement. Bah écoute, moi je m'appelle Lionel Banquina, alias Monsieur Banks, voilà. Donc moi je suis entrepreneur depuis quelques années déjà, et puis j'officie en tant que cofondateur du coup de Victory Lab, du coup, qui est un centre de formation pour entrepreneurs. C'est écrit dans la casquette. C'est écrit ici, voilà. Et donc avec mon associé et meilleur ami Aurélien Mata. Et puis j'ai aussi à la tête d'une boîte qui est une maison d'édition où on publie des livres d'art d'inspiration chrétienne qui s'appelle Testimony Books. D'ailleurs, il y a le livre juste ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc dans les deux sens en plus. Incroyable. Merci. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler de Hello Sacha? C'est quoi Hello Sacha? Waouh, Hello Sacha, c'est marrant que tu me parles de ça. C'était ma première boîte. Où j'ai beaucoup investi en 2016. Donc en gros l'histoire c'est que avec Aurélien, du coup mon associé encore actuel, on va même se la refaire. En 2016, moi j'arrive sur Paris. Et on est en pleine effervescence de la sneakers. Donc la sneakers est à son prime. Tu as des paires qui sortent chaque jour, tout le monde en porte. Et les femmes en portent aussi également. Mais il y a clairement un déficit dans l'offre de sneakers qui est proposée pour les femmes, comparativement à ceux des hommes. Et donc moi naturellement je me dis là il y a un problème d'offre du côté des femmes. Et je vais essayer de résoudre en fait ce problème-là en proposant la meilleure offre de sneakers pour les femmes au travers d'une plateforme, en proposant les meilleures marques, Nike, Adidas, Reebok, etc. Et en faisant une belle curation. Et tout ça disponible sur une plateforme en ligne. Donc, et quand on se lance, dans un premier abord, je suis tout seul en février et je rencontre Aurélien en octobre 2016. On match ensemble et puis en janvier, Aurélien rentre dans la voiture et puis dans l'aventure, et puis naturellement, ça devient notre boîte et très rapidement, on commence à avoir une équipe de 10 personnes qui nous rejoignent dans l'aventure. On fait tous les salons de sneakers. On lance notre plateforme en ligne où on commence à générer quelques ventes et 2 ans plus tard, malheureusement l'aventure s'est terminée, mais on a appris quand même beaucoup de choses au travers de ce parcours. La transition elle est bonne. Quelles leçons tu as en tiré avec ton associé de cette boîte? Alors il y en a beaucoup. Alors la première chose c'est que, comme je l'ai plus ou moins dit au début, je me lance tout seul. Et je me lance tout seul suite à... J'ai laissé en fait moi de base je suis originaire de Lyon et j'emménage à Paris avec ce projet en tête à réaliser. Et le truc c'est que j'ai pas forcément de réseau à Paris, c'est un peu, donc je sais pas forcément comment fonctionne l'écosystème tech, parce que là clairement on est vraiment dans une dynamique où je cherchais à monter une start-up et il a fallu en fait se remonter les manches et aller vers les gens. Donc j'ai commencé à écumer tous les événements start-up qui existaient du coup sur le marché et la première chose que j'en retiens c'est que c'est bien de rencontrer des gens et que sur ta route tu vas forcément rencontrer les personnes dont tu as besoin. Et Aurélien, c'est comme ça qu'on se rencontre, parce qu'on se rencontre à un événement business. Par contre, ça c'est dans l'aspect positif, dans l'aspect où il y a vraiment des leçons que j'ai pu en tirer, c'est que tous les business ne sont pas à ta hauteur.
Dans le cas de Hello Sacha, nous étions une place de marché. Donc, en réalité, un peu comme Amazon. Hein, donc, c'était des revendeurs qui revendaient leurs produits. Donc, et des revendeurs qui étaient exclusivement des boutiques physiques indépendantes françaises. Donc, c'était pas d'un revendeur particulier. Non, il fallait avoir une boutique. Et donc, ça veut dire que sur chaque vente de sneakers, admettons, si on vendait une sneakers à 100 €, on allait prendre une commission de 10%. Donc, ça veut dire qu'on allait prendre 10%, 10 € en réalité. Ok. Donc, et notre chiffre d'affaires était calculé sur 10 € en réalité. Et tous les coûts qui étaient associés devaient être incorporés dans ces 10 € là. Donc je comprends très vite qu'il fallait faire un volume immense pour pouvoir payer toutes nos charges, payer notre équipe, bref, faire fonctionner l'activité. En fait, vous n'êtes pas rendu compte qu'il y avait des charges derrière, ou vous n'avez pas pris en compte les charges? On n'a pas pris en compte les charges parce que, j'aime bien préciser, hein, on a décidé d'entreprendre dans la famille entrepreneuriale qui est les startups. Et dans cette famille entrepreneuriale-là, ce qui est beaucoup promotionné, c'est le fait de lever des fonds. Alors, c'est bien de lever des fonds, c'est pas une mauvaise chose, mais le problème, c'est que pour lever des fonds, il faut avoir souvent un background, il faut pouvoir montrer des chiffres. Un historique. Il faut faut simplement avoir un historique qui peut... Et nous n'avions pas cet historique. On n'avait pas le profil typique de l'entrepreneur qui lève des fonds. Voilà, donc moi j'ai fait une école de commerce, mon associé n'en avait pas faite, mais à la rigueur on pouvait se dire bon, ça peut passer encore, mais on n'avait pas le même réseau que les autres, à la rigueur on peut se dire bon, ça peut passer encore, et puis on n'avait pas les mêmes chiffres à montrer, mais il fallait encore plus prouver, mais bon, là ça peut passer encore, mais bref, quand tu mettais chaque chose bout à bout, tu te rendais compte en fait qu'on n'était strictement pas qualifié pour pouvoir lever ces fonds-là, et qu'en réalité... start-up ou pas start-up, en fait, on n'en a rien à faire. Monter une entreprise, c'est monter une entreprise. Et à la fin, ce qu'on veut, c'est savoir le chiffre d'affaires que tu fais, savoir la marge que tu fais, et savoir si tu peux être rentable pendant 1 an, pendant 3 ans, pendant 5 ans et dans les 10 prochaines années. Et que le business en lui-même puisse croître de manière saine et aussi rapide également, quoi. Donc, ça, c'est des éléments que j'ai compris. Que j'ai réussi à comprendre, que peu importe ce que tu décides d'entreprendre, peu importe l'idée, peu importe le type de business, le business, ça reste le business. 1 + 1 est égal à 2. Quand tu mets 1 €, tu as envie de regagner ton euro et faire ta marge qui permette de couvrir tes coûts. Parce que le problème avec les startups, moi je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que beaucoup ont des startups qui lèvent 100 millions, 1 million, mais au final, ils font pas de chiffres. Bah ouais, clairement, il y en a énorme. On n'en compte plus aujourd'hui le nombre de startups qui se montent, qui font beaucoup de boucans, qui passent sur tous les médias, qui se congratulent d'avoir levé 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions, mais en réalité, ça n'est pas d'oseille. Et il y a un mythe quand même sur le lever de fonds, c'est que lorsque tu vas pour lever des fonds, c'est qu'en réalité, tu quémandes de l'argent. C'est que tu n'as pas d'oseille en réalité. Donc, il faudrait un peu démystifier la levée de fonds et changer le fait de lever des fonds par le mot quémander. Et on serait beaucoup plus humble. Voilà. Je ne vais pas, moi, m'extasier que quelqu'un m'ait emprunté 10 € pour aller au cinéma. C'est la même chose en business. Non, c'est vrai. Pourquoi aller s'extasier du fait qu'on ait levé des fonds? Alors, bien sûr, je comprends le mécanisme mental, hein, qui est de se dire, bon voilà, il y a quand même des personnes importantes qui nous font confiance. Donc, si ces personnes importantes-là nous font confiance à hauteur de 500 000, 1 million, 2 millions, 20 millions, 100 millions, ça veut dire qu'on n'est pas bête. Ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez nous faire confiance. Mais au moment où on parle, en France, c'est plus un élément qui est gage de sérieux et de qualité. C'est plus les chiffres en vérité. Voilà, c'est plus du moins les chiffres que tu génères et s'assurer de la rentabilité et d'avoir des finances saines. C'est ça qui fait toute la différence. Donc là, c'est marrant, on est reparti sur un modèle beaucoup plus normal de ce qu'est l'entrepreneuriat, qui est résoudre un problème en apportant une solution concrète. Cette solution-là, tu la vends à un chiffre qui permet de couvrir tous tes coûts et de gagner de l'argent pour réinvestir et gérer encore plus de problèmes, ainsi de suite. Ok. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de Testimony Books ? Alors, Testimony Books, c'est un projet de cœur en réalité que je décide de monter il y a un peu plus de 2 ans de ça. Ça démarre sur alors il y a plusieurs éléments. Alors l'élément numéro 1, c'est que moi j'aime beaucoup les industries créatives.
Donc j'ai beaucoup été lié au monde de la musique, mais aussi l'art d'une manière générale, les arts visuels, quelque chose qui me parle beaucoup. Et forcément, quand tu aimes ces industries-là ou quand tu aimes cet univers-là, en fait, de facto, moi, je me suis mis à beaucoup apprécier les livres d'art. Donc ce genre de beaux livres qui servent à rien, tu les ouvres jamais, etc. Mais c'est DG. Bon, en réalité, quand tu les ouvres, généralement, il y a quand même un bon savoir. Donc ça, il y a ce premier point-là. Le deuxième point, c'est que de l'autre côté, moi, j'ai... mon éducation et mon socle des valeurs est basé sur ma foi. Et ma foi qui est ancrée, du coup, dans le christianisme. Et il y a un élément fort, en fait, en réalité, quand tu as ta foi, peu importe la religion d'ailleurs, c'est que tu as un don, en réalité. On est tous faits on est tous sur cette terre pour faire quelque chose. Et moi, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que entreprendre, c'était ce que je savais faire de mieux. Voilà. Donc, c'est bien beau d'avoir un don, d'avoir une faculté pour quelque chose, mais ce don-là ne sert à rien s'il n'est pas destiné aux autres. Et j'ai décidé de faire de ce don-là, en fait, cette faculté-là, ma vie, mais je voulais aller encore plus loin en me disant comment je peux arriver à conjuguer ma faculté d'entreprendre avec mon désir de me rapprocher en fait de ma foi, tout en me faisant kiffer. Donc j'ai pris ce que je kiffais, du coup des livres d'art. En fait, tu as combiné les deux. J'ai tout combiné, j'ai connecté les points et ça donnait un livre d'art qui s'appelle Avoir confiance en soi avec Jésus. Donc il est là encore, je le remontre pour ceux qui n'ont pas vu. Donc voilà, c'est donc le sujet de la confiance en soi, c'est un sujet un peu universel. Donc pour entreprendre, il faut extrêmement avoir confiance en soi. Vraiment. Et l'idée, c'est de me dire voilà, comment on apporte, qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur ce sujet-là pour se motiver, quoi. Donc il y a des versets, il y en a 52, un par semaine, tu peux le méditer. Et puis il y a surtout une centaine de photographies qui proviennent de plus de 80 photographes partout dans le monde, qui permettent d'illustrer certains versets, apporter un mood aussi. Et puis voilà, c'est un joli livre que peu de gens vont ouvrir, voilà. Mais en réalité, quand tu l'ouvres, tu dis non, c'est cool quand même. Donc voilà. Ok, maintenant on va passer au sujet principal. C'est pourquoi on est là. Victory Lap, d'ailleurs regardez la casquette, Victory Lap. Sur la casquette, toujours. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Victory Lap et pourquoi ce nom ? Alors, Victory Lap, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre de formation pour entrepreneurs. Nous, notre job, au travers de Victory Lap, c'est de former les entrepreneurs à entreprendre de manière durable. Voilà. Donc, nous, on estime que pour un bon entrepreneur, doit avoir une vision au minimum sur 10 ans. Voilà. On n'est pas là pour faire des petits coups de 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans. Ça ne nous regarde pas. Nous, on est là pour entreprendre de manière solide, de manière remarquable. Parce que quand tu entreprends, en fait, tu es en guerre commerciale et tu dois te distinguer de la concurrence de plusieurs manières, que ce soit ta communication, ton branding, la qualité de ton service, bref. On t'apprend à devenir remarquable. Et également avec une méthodologie qui est saine et qui est adaptée à toi. Donc l'idée, c'est que si tu as de l'argent pour entreprendre, utilise cet argent. Si tu n'as pas d'argent, c'est OK. Le chemin sera plus long, mais tu auras une stratégie qui sera adaptée à toi. Donc voilà, donc on va pas te demander d'aller lever des fonds, on va pas te demander de faire un crédit, on va pas te demander de quitter ton travail non plus, on va juste te dire ok, tu veux entreprendre, on vient chez nous, bienvenue, il y a ta place, peu importe ton secteur d'activité, peu importe ce que tu veux faire, peu importe que tu es des associés ou pas, on t'apprend à entreprendre comme nous. Parce que nous, on reste entrepreneurs, on a des business à côté, on a parlé de testimony, on a accompagné plus d'une 50aine d'entreprises auparavant, parce qu'on avait une agence. Nos stratégies ont généré pour plus de 740 000 € aujourd'hui, et on continue encore à compter l'impact que nos stratégies ont eu. Et ce qu'on applique pour nos propres business, on l'enseigne du coup aux autres. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits au travers de tous les entrepreneurs qu'on a réussi à accompagner. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de formations aujourd'hui en France, en tout cas, c'est assez généraliste. Ça veut dire que c'est pas cas par cas. Tu vois, parce que votre centre de formation, c'est cas par cas. Si moi, demain, je suis dans le nettoyage, vous allez me donner des stratégies qui sont en cohérence avec mon activité. Ouais, alors clairement, en fait, ce qui fait la particularité, c'est qu'en réalité, c'est que nous, on est parti d'un principe simple, c'est que le business reste du business. Peu importe ton secteur d'activité, que tu veux monter une boucherie ou une société ou une agence de communication ou un studio de podcast, peu importe, le business, ça c'est business. Il y a des règles, il
Il y a des principes qui restent les mêmes et qui s'appliquent pour tout le monde. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Ensuite, bien entendu, il y a des spécificités qui sont propres à certains secteurs d'activité, certaines zones géographiques, etc. Mais, quand tu as vu beaucoup de cas, tu arrives à comprendre quels sont les patterns qui reviennent le plus. Et le but, c'est que quand tu es entrepreneur, tu dois apprendre à te poser des bonnes questions. Et en te posant les bonnes questions, c'est là, en réalité, tu rentres dans la spécificité business de ton activité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on peut se traiter tous les secteurs d'activité et qu'on arrive à faire du cas par cas, c'est parce que on sait réfléchir, déjà. On pousse les gens à réfléchir sur leur business. On a également aussi des informations, de la donnée, de l'expérience, et on est entouré de personnes qui ont cette expérience-là, qui partagent auprès de nos entrepreneurs pour s'adapter à leur business et réussir au mieux. Et à la fin, on va creuser ensemble ce qui est le mieux pour toi par rapport à ton objectif, par rapport à ce que tu veux. Et c'est ça, en fait, qui fait notre spécificité, quoi. Mais on a un style d'entrepreneuriat qui est bien le nôtre. Un peu comme un centre de formation de football. Tu vas, si tu es formé au FC Barcelone, tu vas avoir un style de jeu qui va être totalement différent que si tu es formé au PSG ou si tu es formé à Dortmund, etc. Bah nous, chez nous, c'est Clairefontaine. On a un style entrepreneurial qui est le nôtre, basé sur le branding, basé sur l'action, basé sur la réflexion, surtout, et surtout avec intégrité et avec bon sens. Donc voilà, c'est ça un peu les grosses composantes de Victory Lab. D'accord. Et c'était quoi la stratégie qui vous a permis de ramener des clients chez Victory Lab? La stratégie qui nous a permis de ramener des clients chez Victory Lab, nous on a commencé directement en faisant des événements. Donc en plus d'1 an et demi, on a réussi à faire plus de 40 talks où on invitait, où le 3/4 des talks, même 80% des talks, c'était essentiellement des entrepreneurs qui venaient de notre réseau, qu'on invitait, et ils venaient partager du coup leur savoir très concret sur leur expertise. Donc ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, c'est que nos événements ont toujours été gratuits et le resteront toujours. Le point numéro 3, c'est qu'on a réussi à communiquer de manière organique. Voilà, on n'a jamais investi 1 euro en communication ou en ads, peu importe. On a surtout optimisé le bouche à oreille. Donc voilà, il fallait qu'on arrive à ramener des entrepreneurs qui nous ressemblent. Du coup, il fallait qu'on mette des entrepreneurs experts qui ressemblent à notre audience. Quand je dis ressemble, c'est pas une question de couleur, hein, rien à voir. C'est vraiment une question l'état d'esprit, vraiment du type. Je te prends l'exemple de Cathy Closier, qui est la fondatrice du Season, qui on l'a invitée à un événement autour sur comment monter un restaurant, tout simplement. J'y étais en plus. Voilà, tu y étais. Et elle est venue partager son savoir avec d'autres entrepreneurs sur toute une journée. C'était une journée spéciale, hein, on avait fait une journée spéciale food où pendant toute une journée, tu as eu plein d'autres entrepreneurs dans le monde de la food qui sont venus partager leurs connaissances. Et Cathy Closier, elle est claire, nette et précise, hein, ça fait 20 ans, elle a 20 ans d'expérience dans la restauration. Elle sait exactement comment monter un restaurant, elle sait monter des restaurants dits concept. Voilà, donc c'est la première qui avait fait des restaurants avec des avocado toast, orienté brunch, façon new-yorkais, etc. Et aujourd'hui, le Season est devenu une institution à Paris et qui est connue pas qu'à Paris, en France et au niveau international aussi. Et quand tu as une personne qui va t'expliquer avec pragmatisme comment monter un restaurant et te dire que c'est pas facile, te dire que tu vas en chier, te dire que tu vas pas gagner d'argent tout de suite, etc., nous, c'est ça qui nous intéresse. Et quand tu arrives à ramener des entrepreneurs comme ça sur scène et qui viennent partager la connaissance sans rien demander, bah forcément en face, tu vas attirer des personnes qui cherchent exactement la formation la plus pertinente, sans tous les strass et les paillettes, le storytelling, j'ai commencé d'en bas, on n'en a rien à faire. C'est ça, tu fais? C'est comme des événements business. Moi, je suis parti, certains événements récemment, malheureusement, c'est ça. C'est ce que tu dis, les strass, les paillettes, mais ils ne rentrent pas dans le vif du sujet, tu vois. Bah ouais, parce qu'un événement, en réalité, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parfois 45 minutes, parfois 30 minutes, du moins en prise de parole. Et les gens, ils aiment bien saucer, tu vois. En tant qu'être humain, on adore parler de soi. Je comprends, c'est normal. Voilà. Quand tu m'invites, je suis content de parler de moi. Mais je me dois en fait de partager de la connaissance pour des personnes qui vont nous écouter. Des choses concrètes en vérité. Des choses concrètes. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un investit 1 heure de son temps pour venir à un événement, il le fait pas juste pour le flex de dire que j'étais un événement.
Non, il veut repartir avec un savoir. Donc même si l'événement il est gratuit, en fait, tu lui as pris de son temps. C'est ça la valeur c'est ça la valeur en fait, c'est là la transaction qui s'est faite. Et tu as des personnes qui respectent pas ça ou qui en ont pas conscience. On va laisser le bénéfice du doute quand même. Et malheureusement, l'information est accessible aujourd'hui, très accessible, enfin malheureusement, heureusement pardon, excuse-moi, est très accessible aujourd'hui. Et dans chaque bien, il y a un mal. Le mal, c'est qu'il y a trop d'informations, on n'arrive plus à déceler le vrai du faux. Tu vois. C'est pour ça que nous, par exemple, dans les événements, nos événements, ils sont présentiels. Notre formation, elle est en présentiel. Parce que déjà, tu peux pas mentir quand tu as quelqu'un qui est en face de toi. C'est ça. Les yeux dans les yeux, non. Tu vois. Et du coup, le problème de l'écosystème business en général, c'est pas qu'en France, c'est aussi aux US. Bien sûr. Pareil. Bien sûr. C'est qu'on a du mal à déceler les menteurs. On a du mal à déceler la pertinence d'une information parce que on se fait emballer par le storytelling de la personne en face. Nous, on essaye de pas s'ancrer là-dessus et de plus en plus à se détacher un peu de notre histoire, de ceci, cela, et rentrer dans le concret direct. Et tu l'as bien vu dans nos événements, hein. L'événement il dure 1 heure, on pose des questions nous pendant 15 minutes, et c'est nous qui présentons l'invité, et 45 minutes ou 1 heure, s'il faut, ou plus, c'est le public qui pose des questions. Non, mais c'est très concret, parce que moi, pour avoir été dans les événements Victory Lap, d'ailleurs, abonnez-vous à Instagram Victory Lap, pour avoir été aux événements, franchement, je te dis la vérité, c'est pas parce que je te connais, ça fait 3 ans, mais vous, c'est vraiment concret. En fait, quand vous parlez, il y a les actions, il y a les preuves. Or que quand, par exemple, tu suis, je sais pas, moi, je vais pas donner de nom, mais quand tu suis un entrepreneur sur Internet, tu sais pas ce qu'il dit est vrai. Peut-être qu'il te parle d'un business, mais est-ce qu'il gagne vraiment de l'argent avec ce business-là, ou il gagne de l'argent au final avec ton temps, comme tu as dit? Bien sûr. Tu sais, regarde, moi, il y a un truc qui me saoule et dont, malheureusement, je pense être rentré dans ce truc-là, sans le savoir, c'est le fait de trop promotionner, de trop être ancré dans ton background, tu vois, de me promotionner ton background, ok, du fait de dire je viens d'en bas, gna. Quand c'est vrai, bah tant mieux, mais à la fin, en fait, les gens n'ont rien à faire spécialement d'où tu viens, ils veulent savoir ce que tu fais. Donc maintenant, par rapport à ta question que tu as posée, tu vois, bah, qu'est-ce que tu fais et combien tu gagnes à la fin, bah, en fait, ça dépend. Tu peux pas faire du business, ça prend du temps. Déjà. Avoir des résultats, ça prend du temps. Être stable, ça prend du temps. L'apprentissage, ça prend du temps. Bref, tout prend du temps. C'est ça. Donc, une personne qui a 30 ans, admettons, voilà, qui s'est lancée en business il y a quelques années, voire parfois quelques mois, ne peut pas avoir la même expertise que quelqu'un qui a 50 ans ou 60 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien sûr, il a des choses à apprendre sur le chemin. Clairement, on a tous des choses à apprendre. Et on peut tous apprendre de tout le monde. Mais il faut savoir doser et il faut pas péter plus haut que son cul. Tu vois. Par exemple, moi dans mon cas, je documente beaucoup mon avancée depuis des années, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Insta, que ce soit, bref, ou sur mon blog aussi, tu vois. Mais en fait, mon positionnement là, c'est simplement de me positionner comme un entrepreneur qui entreprend devant vous et qui vous montre exactement comment moi je fais, sans dire que c'est la vérité, mais juste dire que voilà, moi je pars de là, mais je prends cette direction-là. Inspirez-vous, faites ce que vous avez à faire avec, soyez d'accord ou pas, mais moi je vais faire comme ça. Mais aussi regardez aussi ce que font d'autres personnes. Et voici les résultats que ça produit. Je ne peux pas dire tous les résultats, parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a des sujets sur lesquels je suis plus confortable que d'autres. Tu vois ? Parce qu'il faut que je protège mon business aussi, certaines informations. Parce qu'aussi, c'est pas bien de trop parler. Parce qu'il faut que je m'assure que lorsque j'ai réussi à faire 10 000 € une fois, bah, que je le fasse au minimum 12 fois, à savoir 1 an. Et qu'une fois que j'ai fait 1 année, bah, ce serait bien de la faire 2 ans, puis après 3 ans. Tu vois ? Et que c'est qu'à ce moment-là qu'on peut commencer à être beaucoup plus solide sur ses appuis et commencer à communiquer sur certaines choses. Pouvoir prétendre de dire, voilà, je peux t'apprendre à faire 10 000 € par mois, le chiffre magique, hein, voilà. En 3 mois, c'est ça, dit, ou ceci, cela. Mais c'est à chaque
à chaque nouveau niveau, tu vois, tu as un nouveau démon. Donc, quand tu auras atteint le palier d'avoir fait 10 000 euros, eh ben, tu auras les nouveaux démons qui seront le nouveau taux d'imposition de l'URSSAF, le statut juridique que tu dois changer. Quand tu vas atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires avec ton activité, ben, en fait, ça veut dire que tu dois recruter plus de monde, plus de services clients, plus de ceci, plus de cela. Quand tu auras fait 1 million, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu as des entrepreneurs qui font partie de notre entourage, qui sont à des stades plus élevés que nous, qui font face à des problématiques qui sont tellement importantes, mais qui sont au niveau de là où ils sont. Et tu comprends très vite que tu as toujours des problèmes quand tu es entrepreneur. C'est ça. Hein. Tu ne peux... un vrai entrepreneur, ce que moi j'appelle un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de l'aversité, qui est là pour résoudre des problèmes. Entrepreneur, c'est un métier. Donc si c'est un métier, ça veut dire que tu fais carrière. Si tu fais carrière, ça veut dire que tu commences d'en bas. Et si tu commences d'en bas, petit à petit, tu gravis des échelons. Si tu gravis des échelons, ça veut dire que tu fais des choses bien, mais ça veut dire que tu fais des choses pas bien. Ça veut dire que parfois, tu as des croyances qui sont ultra élevées sur certaines choses et que la vie ou que la réalité du marché va te dire que bah non, c'est pas comme ça. Ou alors c'est comme ça, mais ça a changé. Ou c'est comme ça, mais ça s'applique pas à toi. C'est vrai. Bref, ça te pousse à être dans une humilité constante qui n'en finit pas, mais où tu dis que, ok, en fait, ce que j'apprends, c'est juste ce que moi je fais, ce que moi j'ai vécu, ce que, par rapport à mon business, par rapport à tout ça, mais c'est pas une vérité. C'est ta vérité. C'est juste la mienne. Parce que là, la transition, elle est bonne. La question que j'allais te poser, c'est pourquoi aujourd'hui, les entrepreneurs sur les réseaux sociaux rendent facile l'entrepreneuriat. Mais en vrai, tu as répondu à la question. Ouais, ils le rendent facile parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs, c'est des créateurs de contenu aussi, tu vois. C'est pas un problème. Hein. La question, c'est de savoir est-ce que tu es plus entrepreneur ou est-ce que tu es plus créateur de contenu. Voilà, tu vois. Moi, je suis un entrepreneur avant tout qui crée du contenu parce que je documente. Même si la vidéo n'avait pas été à la mode, j'aurais fait de la vidéo en fait. Tu vois. Donc, c'est pas. C'est. Le fait du coup de promotionner du coup ce que tu fais de manière constante et le fait aussi de faire les choses par mimétisme, ben en fait ça rend plus accessible et plus facile l'entrepreneuriat. Pour le meilleur comme pour le pire. Et le pire, c'est qu'on en oublie que ça reste un sport de haut niveau, l'entrepreneuriat, et que comme n'importe quel sport, bah, c'est difficile. Parce que moi, je vois aujourd'hui, par exemple, tu as des gens qui disent oui, si tu fais pas 10 000 euros, bah, t'es qu'une merde, tu vois. Or qu'en vérité, faire 10 000 euros, c'est pas facile en soi. Bah non, c'est pas facile. Mais les gens aujourd'hui, sur Internet, en 2024, ils pensent que faire 10 000 euros, c'est facile. Comme une fille, j'avais vu sur Internet, elle disait oui, si mon mec, il gagne pas 10 000 euros par mois, bah, laisse tomber, tu vois. J'ai une question à me poser. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu 10 000 euros sur la table ? Honnêtement, non, jamais. Il y a beaucoup de gens qui veulent gagner 10 000 euros par mois. Ils n'ont jamais vu 10 000 euros sur une table. On banalise tellement le fait que c'est que de gagner 10 000 euros, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est. C'est 10 SMIC, hein, 10 000 pièces d'un euro. Ou X billets qui représentent 10 000 euros. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est bien de les faire. C'est bien d'avoir cet objectif-là. Tant mieux. Banaliser le truc, faut doser. Au même titre qu'on banalise le million. Ouais, moi je vais péter le million avant mes 30 ans, ou je vais péter le million tout simplement, ou ouais, 1 million, c'est pas un truc de ouf. Oui, ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi, etc. Mais est-ce qu'on se rend vraiment compte de ce que c'est que 1 million ? Tu vois ? Ouais, c'est vrai en plus. Donc voilà, tu vois, je sais pas, tu vas dans un stade de foot, je crois que le Parc des Princes, je sais pas combien de personnes ça fait. Bah regarde la U Arena, tu vois, par exemple, la salle de concert à la Défense, c'est 40 000 personnes. Et quand tu rentres dans la salle, tu dis ah ouais, il y a 40 000 personnes là. T'es toujours un peu gêné de savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Tu te dis ah ça représente ça 40 000. Convertis-le en euros maintenant. Tu dis ah ouais, d'accord. C'est autre chose. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, c'est CSP hein. Là, j'ai une question. Comment vous avez... c'est quel process vous avez mis en place pour bien structurer Victory Lap ? Alors, pour bien structurer Victory Lap en termes de process, déjà, il faut savoir comment on commence Victory Lap en réalité. Déjà, Victory Lap, on commence par une frustration. La frustration, c'est que Aurélien et moi, on entreprend ensemble depuis 2016.
Mais on entreprend en réalité depuis bien plus longtemps que ça. Moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans, et Aurélien aussi, et on se connaissait pas. D'ailleurs, allez sur X de Monsieur Banks et il vous raconte toute sa vie entrepreneuriale, les gars. Ah ouais, merci pour la promo. Donc voilà, mais ouais. Et du coup, en fait, la frustration qu'on a eue, c'est que on a eu le sentiment, en fait, de s'être fait avoir. De s'être fait avoir par le monde des startups qui nous disait ouais, tu peux lever des fonds, t'inquiète, le business est comme ça. Mais vu qu'on entreprend on apprend de tout le monde, bah on s'est fait avoir, on a eu le sentiment de s'être fait avoir des infopreneurs. Ouais, t'inquiète, tu peux faire 10 000 euros par mois, comme ci, comme ça. Ok. On a eu l'impression de se faire avoir de X, Y, Z, de toutes les différentes manières d'entreprendre. Et en fait, on a pris du recul, on s'est dit non, en fait, on ne s'est pas fait avoir. Il existe juste plusieurs manières d'entreprendre. Il y a du bon et du moins bon de partout. Donc, comment, en réalité, on fait pour prendre le meilleur de tout ça et de l'appliquer à nous-mêmes? Et comment on fait pour agréger cette information-là qu'on applique, soit pour nous, soit pour les autres, et comment on la diffuse aux autres, comme étant juste une nouvelle manière d'entreprendre. Enfin, une manière différente. Parce qu'on ne prétend pas inventer une manière d'entreprendre, pas du tout. Du coup, Victory Lab, ça naît de ça. Ça naît de tout ce qu'on a appris et de tous les conseils qu'on a diffusés à plusieurs personnes sur 7 ans, et ce qu'on a appris. Et donc, du coup, on se dit, en fait, viens, on monte un centre de formation. Et ça date de 2019. En 2019, Aurélien et moi, on habite ensemble. Et en 2019, on décide de se dire, ok, let's go, on va monter cette boîte-là. Mais le problème, c'est qu'on est personne. C'est qu'on se dit, mais attends, on n'a même pas 30 ans. On est qui, nous, pour dire qu'il faut entreprendre de telle manière? Que le marketing, c'est comme ça, que le branding, c'est comme ça. On s'est dit, on va commencer à faire des podcasts. Donc, on cherche à faire des podcasts, etc. Et finalement, on se dit naturellement que ce serait peut-être le bon, au lieu de faire des podcasts, qu'on pourrait faire des événements. Parce que je suis à l'aise à faire des événements. J'avais une boîte qui crée des événements par le passé avant. Et réunir des gens, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que naturellement, en fait, on commence à faire des brunchs à la maison. On a fait un brunch, on a réuni 10 personnes. 10 entrepreneurs qu'on avait rencontrés, tu vois, à différents événements. Tu sais, quand tu fais des événements, généralement, tu parles à plein de gens, tu dis, il faudrait qu'on se revoie, tu ne les revois jamais. C'est vrai. Et ben nous, on a décidé de rappeler les 10 personnes à qui on a dit, il faudra qu'on se revoie, et on les a invités à la maison. On a fait un brunch, ça s'est bien passé. Et naturellement, ces mêmes personnes-là ont créé un groupe WhatsApp. Et du coup, on a eu 10 personnes. Puis on s'est dit, putain, c'est grave cool ce mood-là. Du coup, on a recréé un brunch. 10 personnes encore, un groupe WhatsApp. Au bout du 8e brunch, on a eu 80 personnes. Donc 8 groupes WhatsApp. Et dans l'avancée du coup de Victory Lab, on s'est dit que ça serait bien d'avoir un bureau, comme ça on peut tourner nos podcasts en toute autonomie. Et ce bureau-là, du coup, avait une grande terrasse, un grand rooftop de 100 mètres carrés. C'était à Ivry, si je me trompe pas. Ivry-sur-Seine, ouais. Je me rappelle très bien. Voilà. Et du coup, on décide d'inviter toutes les personnes qui sont là, en disant, ouais les gars, venez, on fait un événement. Et on a fait une story sur Instagram. Et tu as eu 100 personnes qui décident de venir au bout de moins de 2 jours. Ils prennent tous leur place. Et on se dit, ok, d'accord, là je pense qu'on tient quelque chose. Et il y a effectivement 100 personnes qui débarquent, dont toi, parce qu'on se connaissait du coup depuis 2 semaines. Tu viens. Et en fait, c'est la première fois, en fait, officieusement, qu'on se dit que ouais, on lance Victory Lab. Et là, on se dit, wow, il y a 100 personnes devant nous là. On se dit, ok, je pense qu'on tient quelque chose. On prend la parole, on bafouille un peu, on sait pas, on n'est pas préparé à prendre la parole, etc. Tu vois. On a même des vidéos de ça sur Instagram ou sur mon Twitter qui traînent et tout. Et à ce moment-là, on est du coup en 2021. Du coup, en 2019, on a l'idée. 2020, après post-Covid, on fait nos brunchs. Fin 2020, donc au milieu 2021, on fait cet événement-là. Et là, on se dit, ok, d'accord, je pense qu'on peut y arriver. Tu vois, je pense qu'on peut réunir les entrepreneurs. Je pense qu'on peut diffuser notre savoir, mais on n'a encore personne encore. Donc, tranquille. Donc, on décide après de faire nos événements. Donc, on fait un gros événement qui a lieu le 22 mai 2022. Voilà, si je dis pas de bêtises. On réunit 6 ou 7 entrepreneurs, dans lesquels tu avais Fif, le cofondateur de Bouscapé.
Tu avais Florian et Mohamed, les cofondateurs du média Flomodia. Tu avais Valdine Zembele qui est le cofondateur de Blunt Creative, qui a une boîte de production audiovisuelle. Bref, tu avais d'autres entrepreneurs. Et on a réuni 70 entrepreneurs comme ça, avec 10 jours de com. Et les gens sont venus. Incroyable. Et dis-toi que c'est le seul et unique événement qu'on a fait payer, parce qu'on a fait payer 40 €. Ok. Donc voilà, dans les 40 €, bon, il y a eu des invités, qu'on soit d'accord. Voilà. Mais voilà, mais 70 personnes qui sont venues, 70 personnes qui à la fin, sur toute une journée, de 10h à 20h, nous ont tous dit « Wow les gars, c'était incroyable ». Et pourquoi c'était incroyable ? Parce que on a réussi à réunir des entrepreneurs sur le stage, mais aussi on a réussi à réunir des entrepreneurs qui étaient dans le même mindset entre eux, qui étaient animés par le fait de vouloir avancer. Et sans fioriture. Tous portés sur le fait de se dire ouais non je veux entreprendre de manière durable, etc. etc. Et de là on s'est dit ok, on pourrait lancer notre programme de formation maintenant, parce que depuis 2019 en fait on est en train de travailler dessus, donc de 2019 à 2022 on travaille sur ce qu'on en fait on pose notre savoir, tout ce qu'on a appris sur toute notre vie on a posé, on se dit c'est pas encore le moment, du coup on continue à faire des événements pendant plus d'1 an. Jusqu'à l'été 2023, on fait, de juin à fin août, on fait parfois 2 événements par semaine. On les enchaîne. On n'a pas d'été, on est à Paris. Et Cathy Closier, du coup, qui est la fondatrice du Season, d'elle-même nous donne les clés de l'un de ses restaurants en disant bah voilà, faites des événements là-bas si vous voulez. Incroyable. Donc on fait des événements où on fait des talks et à la fin on dîne. Enfin, voilà, il y a tout un mood qui se crée. Mais dans tout ça, on prend quasiment jamais la parole. On est juste, on a la position finalement, ta position. C'est ce que je voulais te demander en plus. À chaque fois, je me disais, mais pourquoi il parle pas ? Parce que on avait ce besoin-là en fait de gagner en crédibilité, par peur, par manque de confiance, mais aussi par assurance. Parce que le savoir en fait, c'est quelque chose qui est super important en fait. Ça régit le monde. Si tu diffuses la bonne information, tu peux soulever des peuples. Si tu régis la mauvaise information, tu peux diviser des peuples. Tu vois ? Ça, c'est une bonne phrase, ça. De ouf. Je vais la noter. Mais, et nous, il était hors de question, comme je t'ai dit, nous, on avait le sentiment de s'être fait avoir. Tu vois ? On s'est dit, putain, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir une association sociale, on veut entreprendre, parce qu'on aime ça, on veut créer des choses, on veut laisser notre patte. Et tout ce qu'on fait, on a l'impression que ça marche pas. Pourquoi ? C'est là, et du coup, à force de chercher, et ça nous a pris des années en fait à comprendre que c'est pas que ça marchait pas, c'est qu'en fait c'est un puzzle que tu mets en place, et c'est qu'à la fin du puzzle que tu vois le dessin que ça fait. Mais le but, c'est comment tu regroupes toutes les pièces du puzzle pour que ça fasse le bon dessin. Forcément, ça prend du temps. Donc de 2019 à 2023, on prend pas la parole. Enfin, 2022, on bosse, ok. Entre-temps, on devient professeur en école de commerce, Aurélien et moi. Et on commence à enseigner à ce moment-là. Tu vois ? On a enseigné auprès de plus de 400 étudiants qui tous, beaucoup nous suivent sur Instagram, etc. Pour qui beaucoup, en fait, on est encore en contact avec eux. Et on fait nos armes comme ça, en commençant à enseigner. T'as beaucoup de gens qui forment, ils propagent du savoir sans expérience. Sans l'appliquer aussi. Sans l'appliquer. Souvent. Et sans savoir comment diffuser du contenu. Du coup, on a appris un nouveau métier qui était finalement le fait d'être prof, en réalité. Et aussi concepteur pédagogique. Donc le fait de construire du coup un programme de formation. Parce que en tant que prof, tu dois construire une manière, ton programme, etc. Et ne pas oublier que souvent, en tant qu'être humain, on a un savoir tacite. C'est quoi le savoir tacite ? C'est le fait d'avoir un savoir, en fait, mais que tu n'arrives pas à retranscrire convenablement. Exemple, si je te demande comment tu fais du vélo, est-ce que tu pourras me dire comment tu fais du vélo ? En vérité, ouais. Non, je pourrais pas t'expliquer comme ça. C'est ça, tu vois. En fait, tu dis, ok, je monte sur la selle, en fait, je pédale, et puis en fait, je mets mes mains sur le guidon. C'est un peu comme comment conduire. Quand tu conduis avec habitude, tu sais plus ce que tu fais. Tu fais par automatisme. Le savoir tacite, c'est ça. Donc maintenant, va faire le chemin arrière de découper toutes les étapes précises de ce que tu fais pour pouvoir entreprendre. Ça, c'est compliqué.
Du coup, pendant toutes ces années, on fait ça, parce que nous, on entreprend et on accompagne les entrepreneurs dans notre domaine d'expertise. Notre domaine d'expertise, c'est la stratégie marketing, le branding, stratégie de growth marketing, d'hypercroissance pour des boîtes qui généralement faisaient minimum 100 000, mais en moyenne 1 million d'euros de chiffre d'affaires minimum. Et on l'a fait pour plus d'une cinquantaine d'entreprises, Aurélien et moi. Et après, on a commencé à prendre la parole. Parce qu'en vérité, excuse-moi de te couper, Vas-y. mais en vérité, être prof, toi et Aurélien, en fait, ça vous a aidé au final à créer votre formation. Mais clairement. Sans cette expérience en tant que prof, on n'aurait pas été les mêmes personnes. Déjà en tant qu'individu, parce que c'est très satisfaisant en fait d'avoir une audience en face de soi, leur diffuser ce que tu penses être une bonne pratique, et que les gens se disent « j'avais pas vu les choses comme ça, ah franchement merci ». Voir dans le regard quand la formation leur rentre et comment ça cogne dans le cerveau. Tac. Ah ouais. C'est intéressant parce que, par exemple, je te donne mon exemple. Ouais. Moi, quand j'étais à la fac, on avait un prof de compta, tu vois, et il parlait d'entrepreneuriat et tout. Mais je crois que c'était moi, je lui avais posé la question. J'ai dit, mais monsieur, vous parlez de comptabilité, mais est-ce que vous avez une entreprise? Il me dit, non, mais en fait, c'est mon beau-frère qui a une entreprise dans la restauration, mais ça marchait pas. J'ai dit, mais si vous n'avez pas essayé, monsieur, c'est normal que vous dites ça, tu vois. Et j'ai pensé à ça, tu vois. Ouais, En fait, au final, les profs, quand tu vois les profs, par exemple, à la fac ou autre, peu importe, dans les écoles, en tout cas, moi, quand j'étais à la fac, il n'y avait pas d'entrepreneur. Peut-être aujourd'hui, ça a changé, je sais pas, mais j'ai entendu que ça a changé. Mais allez, je sais que moi, à la période où j'étais à la fac, il n'y avait pas d'entrepreneur. T'avais des comptables, ils te parlaient d'entreprise, mais tu vois, ils ont jamais monté une entreprise. C'est clair, pour moi c'est scandaleux, tu vois, de parler d'entrepreneuriat quand t'es pas entrepreneur. Mais t'as un deuxième fléau sous-jacent, ce qui est que c'est de laisser les rênes du savoir à des entrepreneurs qui finalement ont peu d'expérience, ou savent peu de choses, et tu sais, ou même pire, qui pensent tout savoir. Ah, c'est les pires ça. C'est les pires. Ils vont dire oui, mais non, mais machin. Ouais, tranquille en fait. Sois humble un peu. Tu vois. Est-ce que tu connais au moins 10 personnes qui ont 40 ans ou 50 ans dans ton environnement business? Du coup, ça veut dire que si tu connais au moins ne serait-ce qu'une dizaine de personnes qui ont 40 ou 50 ans et qui sont en business, ça veut dire que tu as des gens qui ont un savoir d'une qualité, d'une profondeur et d'une humilité qui peuvent te transmettre et qui peuvent, où tu peux en fait faire une partie de ping-pong et te dire ah, ok, eux ils sont là. Par rapport à moi, comment je vois les choses, c'est peut-être de quoi pouvoir te remettre à ta place, tu vois. Challenger ne serait-ce que tes idées. Tu vois. Cette dizaine d'entrepreneurs qui sont plus expérimentés, tu peux les trouver de partout, mais en réalité, tu les as en avançant. Mais si tu n'as pas assez avancé, tu les auras pas, ces gens-là. Parce que c'est une question de niveau. C'est ça. Tu vois. Donc, tu vois, au même titre que être prof, ça m'a beaucoup aidé. Être entouré des bonnes personnes, ça m'a énormément aidé. Ça m'aide encore aujourd'hui, même, je dirais. L'entourage, de toute façon, dans l'entrepreneuriat, c'est important. Clairement. Si t'as pas un bon entourage et même un bon réseau, c'est compliqué. Ouais, donc clairement, c'est compliqué et c'est grave compliqué. Et j'ai envie de te dire, en fait, avoir un entourage, en fait, c'est la base. C'est que, comme j'aime bien dire, être entrepreneur, c'est un métier et c'est avant tout régler les problèmes des autres. Ça veut dire que tu dois être empathique. Beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se faire du réseau, ils cherchent à prendre ce qu'ont les gens. Alors qu'en réalité, avant toute chose, il faut commencer par mettre quelque chose sur la table. Donner. Si t'es pas dans l'action de donner, ne t'attends pas à être dans l'action de recevoir. La plupart des événements business, en France, je vais parler de ce que je connais, il y a beaucoup de personnes qui vont dans un état d'esprit de se dire je vais faire du réseau, je vais me faire des contacts, mais à aucun moment ils essayent d'être le contact pour l'autre personne. Tu vois, ils essayent d'être l'opportunité pour l'autre personne. C'est ça. C'est juste, ouais, je vais prospecter comme ça. Ah ouais, non mais, sois aussi chill un peu. Est-ce que tu sais te mettre aussi de l'autre côté? Toujours là avec ton radar de c'est qui l'opportunité, Non, tranquille, chill. Apprends à faire connaissance avec les gens. Essaie de savoir ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils regardent sur Netflix, etc. Naturellement, tu vas parler de business avec eux.
Et naturellement, tu vas te connecter avec les bonnes personnes qui sont dans tes valeurs et avec qui tu vas pouvoir avancer naturellement, sans forcer. Parce que le problème, il est là. C'est que tu as vu, moi, j'ai commencé à aller à des événements en 2000. Quand on s'est rencontrés, peut-être 2021, j'ai commencé à vraiment aller à des événements business. Et je me suis rendu compte de ça parce que j'entendais les gens parler. Et tu avais des gens, souvent, tu savais qu'ils étaient là par opportunisme, tu vois. Ils viennent, ils parlent aux gens. Ils se demandent même pas comment ils s'appellent. Oui, je m'appelle un tel, je fais ça, ça t'intéresserait de faire ça, tu vois. Sans parler forcément au préalable, bonjour, comment tu vas ? Tu t'appelles comment ? Tu viens d'où, tu vois ? Et moi, j'ai eu des contacts comme ça, en parlant aux gens normalement, en vérité. Et aujourd'hui, dans les événements business, en tout cas, en France, en tout cas, ce que je connais aussi, c'est que beaucoup de gens arrivent avec cette optique de je vais me faire du réseau obligatoirement, il me faut des contacts, tu vois. Or que moi, aujourd'hui, je suis dans une optique, quand je vais dans un événement, je viens pour apprendre des choses dans les événements. Après, si je fais des contacts, tant mieux. Si j'en fais pas, tant pis, tu vois. Les entrepreneurs, ils sont impolis. Tu vois, ça ne nous viendrait pas à l'esprit, par exemple, d'aller draguer une femme en lui disant salut, ça va, t'es célibataire, tranquille. On essaie de faire des blagues, on essaie de créer un point de connexion. Là, c'est pareil. Tu vois, les événements, tu vois, de networking, même le mot networking, ça me crispe, ça me ripile. Parce que je suis pas à l'aise avec l'idée d'aller quelque part pour faire du réseau. Je suis plus à l'idée d'aller quelque part pour passer un bon moment et avec d'autres personnes qui veulent passer un bon moment. Et que naturellement, on va discuter, etc. Alors peut-être que je chipote, parce qu'au final, à la fin, tu rencontres des gens. Mais je suis pas dans l'état d'esprit de me dire, je veux parler avec la terre entière. Flemme. Je parle avec une personne ou deux, conversation de profondeur, et après, on serre la main, cool, on va bien se revoir. C'est comme une expression que j'ai entendue, une poignée de main peut changer ta vie. Exactement. Mais pour avoir la bonne poignée de main, tu vois. C'est ça. Comment tu vas avoir la bonne poignée de main qui peut changer ta vie si tu as parlé 2 minutes avec la personne ? Je n'avais pas dit que ça n'existait pas. Il y a toujours le contre-exemple de oui, moi je parlais 2 minutes avec un tel et aujourd'hui, ok. Mais Aurélien et moi, comment on se rencontre ? On se rencontre à un événement business. Ok. Ou moi, j'allais juste là-bas pour aller boire des bières gratos. C'est tout. Fin. Je dis, il y a une ambiance là-bas, on y va. Tout le monde parlait. Moi, j'étais dans mon coin, je buvais ma bière gratos avec un poteau. Et voilà, tu vois. Et puis, on s'est checké. Et puis, on a commencé une conversation qu'on n'a jamais terminée. Parce qu'on a pris le temps de bien discuter. Et c'est la seule personne à qui j'ai parlé. C'est ça. Moi, pour donner mon exemple, pareil. Le premier épisode de podcast, d'ailleurs, le premier épisode, allez le regarder, les gars, avec Enzo Supreme, c'est ça. En fait, quand on s'est parlé, je l'ai juste vu et je me suis dit, vas-y, je vais aller lui parler. Mais je lui ai parlé normalement. Donc, au final, il s'est passé quoi ? On a fait un podcast ensemble. Mais si je ne l'aurais pas parlé normalement, je serais venu peut-être par opportunisme, sûrement, peut-être, il m'aurait plus calculé. Tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore en contact. Regarde, le cas d'Enzo, c'est intéressant. Enzo, la première fois que je le vois, c'est un événement business qui a été organisé du coup par Flomodia. Voilà. Et c'était du coup Flomodia à ce moment-là en fait avait leur bureau était localisé du coup chez les bureaux de Guillaume Moubèche, du coup qui est le fondateur de Lemlist, l'Empire même, je dirais. Et ils avaient invité Mamadou Sakho à faire un talk parce qu'il a une affaire, il a un business qui est super intéressant. Nous, on part là-bas et on voit un grand Renoir, costume, etc. Et tout. Et je le vois. Et en fait, la configuration ne me permet pas à ce que j'aille le parler et parce que je suis en train d'avoir une conversation avec une personne très intéressante. Je me dis juste que cette personne, je l'ai repérée et à un moment donné ou à un autre, on sera amené à se revoir si la vie nous emmène à nous rencontrer. Qu'est-ce qui se passe ? Je le revois où ? À un événement qu'on fait. Voilà. Et quand il vient à cet événement, donc on avait invité Alexis Onestas, le fondateur de Omax Books. Il venait du coup nous raconter son parcours et annoncer le lancement du livre de 50 Cent. Et il est là. On discute, je lui dis, écoute, on s'est déjà vu, etc. Il me dit, ok, d'accord. Et on a à ce moment-là une vraie conversation. Cette conversation-là, du coup, il revient de plus en plus à nos événements, il comprend la mentale, etc. Et puis voilà. Et puis, entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au travail, nous continuons à faire des événements, et toi, tu le rencontres à ce moment-là aussi. Et à chaque fois, c'est parce qu'il y a toujours eu des vrais moments, des vraies conversations qui ont été créées. C'est ça. Tu vois. Et je sais que, du coup, il est passé dans ton podcast. En plus, je t'ai fait une petite dédicace en plus, ça. Je sais pas si tu as vu dans le podcast. J'ai pas eu l'occasion, tu vois, mais...
je vais bien regarder l'épisode. Ouais. Mais merci pour la dédicace. Ah, de rien, c'est normal. Merci à toi. Et j'ai une autre question. Comment aujourd'hui ton entourage voit tes activités? Bonne question. Comment mon entourage, on va dire que j'ai plusieurs entourages, hein, on va dire l'entourage familial, il y a le cercle 1 d'amis, tu vois. Après, tu vas avoir des amitiés un peu plus larges aussi. Ma famille, comment on peut voir alors, ma famille comprend, clairement. Ma mère est inquiète forcément, voilà, oui, mais attends, etc. Elle est inquiète parce que quand t'es entrepreneur, c'est les montagnes russes. Hein. Un jour, t'as 20 000 euros sur ton compte et pendant 4 mois, t'as rien. Donc voilà quoi. Donc c'est les montagnes russes. Donc il y a toujours cette part d'inquiétude qu'une mère a. Mes petits frères, moi je suis l'aîné, donc mes petits frères et sœurs, aujourd'hui sont quasiment tous entrepreneurs. Ils ont tous fait des études aussi, etc. Ils voient ça avec bienveillance, hein, et puis du coup je suis leur grand frère et donc ils apprennent de moi aussi d'une certaine manière. Mes amis du mon cercle 1 sont tous entrepreneurs et on se ressemble tous. Je dirais même que c'est moi qui ressemble à mes amis. Excuse-moi de te couper. Là maintenant j'ai une question. Tu penses quoi des gens qui disent avoir un cercle d'amis où on fait la même chose, c'est pas forcément bénéfique? Alors, on parle de quoi quand on dit faire la même chose? Je te donne un exemple. Par exemple, comme toi, tu as un cercle où il n'y a que des entrepreneurs. Vous êtes tous dans l'entrepreneuriat, tu vois. Ou par exemple, sinon, tu as un cercle où tu as des entrepreneurs, des salariés, des freelances ou peu importe, tu vois. Et toi, t'en penses quoi? Alors, déjà, moi, je pense qu'il faut avoir un entourage très varié. Voilà, que tu sois salarié ou entrepreneur. Pour moi, il n'y a pas de problème. Le but, c'est qu'il faut se rattacher sur un même socle de valeurs. Déjà. Forcément, moi je suis entrepreneur, je vais être plus amené à fréquenter d'autres entrepreneurs parce qu'on va partager naturellement les mêmes réalités de vie. Par contre, ces entrepreneurs-là, c'est des entrepreneurs qui sont pour beaucoup différents de moi. Donc, je pense par exemple à un très bon ami à moi qui s'appelle Kylian, c'est l'un de mes meilleurs amis. Lui, il fait les directeurs artistiques en 3D. Ça fait des années qu'il fait ça. Il a fait ça pour Lady Gaga, pour d'autres gros noms, etc. Il a une manière d'entreprendre qui est différente de la mienne, qui est, par exemple, je peux citer aussi mon pote Julien, qui lui est un entrepreneur culturel et qui a aussi à la fois une étiquette de diplomate aussi également, culturel. Et sa manière d'entreprendre est totalement différente. Par exemple, lui, Julien, il a une vision de l'entrepreneuriat qui est proche du communisme. Voilà. Ok. Tu vois. Mais sa manière d'entreprendre m'inspire beaucoup, tout autant que Aurélien, mon associé, ou que mon ami Moshi, merci, qui entreprend qui entreprend dans le web d'une manière générale, tu vois. D'ailleurs, Moshi, il a une chaîne YouTube, les gars, donc abonnez-vous. Incroyable cette chaîne. Franchement, personnellement, Moshi, je dis pas ça parce que c'est mon ami, hein. C'est l'un de mes meilleurs amis. La chaîne YouTube de Moshi, c'est clairement une chaîne YouTube business que tout le monde devrait voir. Toutes les personnes qui en ont marre en fait de voir des youtubeurs, des créateurs de contenu, youtubeurs etc. Clinquants, qui montent des lambeaux, etc. Et voir vraiment les vrais backstage, la vraie réalité, Moshi. Non, moi j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. C'est pas parce que je le connais depuis maintenant peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. J'ai regardé, en fait c'est la réalité. En fait, il te parle vraiment avec son cœur. C'est pas il fait du cinéma, je veux vous montrer une Lambo, une Rolex. Non. Il montre vraiment le travail. Il dit bon, aujourd'hui, les gars, on est jour 1 ou jour 2, on travaille. Et tu vois, il est en train de travailler, faire ce qu'il a à faire, tu vois. Et c'est super intéressant sa chaîne YouTube. Super intéressant. Et tu vois, Moshi, moi j'ai vécu avec Moshi. Tu vois, je vais te raconter comment j'ai rencontré Moshi, tu vois, très rapidement. D'accord. Tu vois, quand montait l'eau Sacha, on décide avec Aurélien, on décide de monter une équipe. Il y a 10 personnes qui nous rejoignent. Dans les 10 personnes, tu as des développeurs, etc. Et lui, il nous rejoint en tant que UX designer pour, du coup, designer la plateforme. À la base, je le connais pas, mais on clique directement. Et les personnes qui sont, dans la dizaine de personnes qu'on a rejoint, il y a quelques-uns, c'est devenu encore aujourd'hui des amis, mais genre cercle 1, vraiment nos meilleurs amis. Moshi en fait partie au point où on a habité ensemble. Donc quand on a habité ensemble avec Moshi et Aurélien, on avait pris un grand appartement qui était super cool, etc. Et on a transformé cet appartement en un bunker. On appelait ça le hub créatif. Okay. Et on a travaillé, et tous les jours on travaillait. Et en fait, nos cultures, qu'on a tous une culture créative, une culture entrepreneuriale, etc. On a tout fusionné. Et en fait, quand tu vois Moshi, tu me vois moi.
Mais quand tu me vois moi, tu vois Mouchi aussi. Mhm. Quand tu vois Aurélien, etc. Ainsi de suite. Pareil, tu vois un peu de Kylian, un peu de Julien, un peu de tous mes amis du coup qui sont autour de moi. Vous tous, vous reconnaissez. Et je suis un peu de tout ça. Tu vois. Et là, demain, très prochainement, là, je vais sortir une chaîne YouTube. Vous allez voir un pattern qui ressemble un peu à celui de Mouchi, mais parce qu'en fait, on est de cette même culture-là. Mhm. Et c'est ça, en fait, quand tu as un bon entourage, c'est qu'en fait, tu leur ressembles. Et tu as cette chance-là de leur ressembler C'est ça. dans les qualités et parfois aussi dans les défauts. Attention aussi. Mhm. Mais si tu as un entourage qui est exclusivement de personnes qui sont eux-mêmes très ouvertes, c'est bon, en fait. Tu gagnes, en fait. Parce que vous êtes tous en train de faire des choses où vous voulez tous gagner. En fait, vous êtes tous gagner ensemble. Avec des valeurs qui sont tellement similaires que... Non, tranquille. C'est ça, c'est comme toi, par exemple, tu vois toi, moi quand je vois tout ce que tu fais, et même les conseils que tu me donnes, je me dis je peux pas dormir. Tu vois, toi, Enzo ou autre, je peux pas dormir. Et c'est ça en fait l'importance de l'entourage. Parce que tu vois, moi, à une période de ma vie, j'avais pas un bon entourage. Tu vois, j'avais pas un entourage qui m'emmenait vers le haut, on va dire. Tu vois, c'était vraiment un entourage où, voilà, on faisait rien, on va dire. On faisait rien. Tu sais, regarde, il faut... Tu vois, pour savoir ce que c'est que l'amour, vraiment, il faut qu'on t'ait brisé le cœur. Ben pour savoir ce que c'est qu'un vrai entourage, il faut en avoir eu un mauvais. C'est ça. Avant de rencontrer, avant d'être sur Paris et d'avoir rencontré Aurélien, toute ma team que j'ai aujourd'hui, parce que c'est une vraie équipe en réalité, je pensais avoir un bon entourage jusqu'à ce qu'on me fasse des crasses. Et avec le recul, je me rends compte à quel point mon entourage n'était pas le bon. Mais à quel point j'ai beaucoup appris grâce à ce mauvais entourage-là. Aussi, parce que comme tu as dit tout à l'heure, dans chaque mal, il y a un bien en vérité. Exactement, tu vois. Donc voilà. Donc c'est difficile, mais je pense que si tu arrives déjà à être ton propre ami, tu arriveras à tirer de bons amis. C'est ça. Donc, J'avais une phrase, mais j'ai oublié, mais en gros, c'est ça. C'est qu'en fait, si tu es une bonne personne, bah, tu vas attirer les bonnes personnes en vérité. Si tu es une mauvaise personne, bah, tu n'attires que du mauvais. fact. Tu vois. Bon, maintenant, je pense qu'on a terminé. Mais la dernière question que je pose à tous mes invités, pour toi, c'est quoi l'ingrédient ultime pour créer la 100 sauce? Alors, l'ingrédient ultime Pour réussir dans la vie, en général. pour réussir dans la vie. Mais selon toi, hein, selon toi. Apprendre de tout le monde. Mais de tout le monde. T'es infopreneur, va apprendre d'un boucher. Tu es mécanicien, va apprendre d'un mec qui a monté une start-up. Tu es salarié dans la finance, va apprendre d'une infirmière. Apprendre tout le monde. Voilà, il ne faut pas se fermer, se cantonner à un petit entourage tout serré, pas ouvert d'esprit. Non. Tu peux avoir un noyau dur où vous ressemblez, c'est ok, mais ça ne t'empêche pas d'aller voir d'autres gens. D'autres gens, c'est ça. Donc, parce que moi-même, tu vois, moi j'étais timide. Je l'avais déjà dit dans le premier épisode. Moi j'étais très timide de base. Mais 2021, je me suis dit non. En fait, ça y est, être timide c'est bien, mais à un moment donné, il faut commencer à parler aux gens. Et c'est comme ça, après, j'ai commencé à me forcer, tu vois, à parler aux gens. Et aujourd'hui, je me suis habitué. Aujourd'hui, j'ai un bon entourage, je suis content. Tu vois, je me suis plus ouvert. Même aujourd'hui, j'ai fait un podcast. Tu vois, même mes potes, à chaque fois, ils rigolent. Ils me disent, t'as fait un podcast, et ils croient pas. Ils pensaient pas que j'allais faire un podcast, tu vois. Parce qu'ils savaient que de base, moi, je suis très timide. De base, j'étais quelqu'un de très, très timide. Et quand ils ont vu ma tête sur YouTube, ils ont dit, c'est pas possible. C'est pas Abdel, c'est pas possible, tu vois. Donc, voilà. Mais tu sais, moi, j'ai une image de toi quand on se rencontre. C'est de quelqu'un de très réservé. C'est ça. Et après, toutes les fois que je t'ai vu à nos événements, parce que t'es venu très régulièrement à nos événements. Je te remercie d'ailleurs, c'est toujours plaisir de te voir. Normal. En même temps, c'était gratuit. mais le cliché que j'ai de toi, c'est Abdel, dans son coin, avec un carnet, il prend des notes. Tout le temps. Tu vois, toujours à l'heure, même en avance, il prend des notes. Clac, 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 clac. Toujours avec un bouquin. Tu vois. Et c'est vraiment le... Et aujourd'hui, le fait de devoir faire un podcast, je dis, logique. C'est logique. Mais savoir que tu étais timide avant, tu dis, bah voilà. C'était la parfaite représentation de apprendre de tout le monde, parce que tu es allé dans des espaces où il y avait des gens, il y avait du savoir et des gens qui étaient cool. Et aujourd'hui, tu continues en fait tu prolonges même, je dirais,
en invitant des gens sur ta propre plateforme, Mhm. bah franchement, respect à ça. Hein. Je kiffe. Merci à toi. Déjà, merci à toi d'avoir accepté. Non, c'est normal. Honoré même de compter parmi tes invités. Et puis voilà, hein. Android Yes. Business, c'est du bon. C'est Yes, très bon. yes, yes. Et du coup, la dernière question. Tu te vois où dans 5 ans avec Victory Lap? Dans 5 ans avec Victory Lap, où est-ce qu'on se voit? Nous, on se voit comme étant faire partie des références dans le business en France, voire même peut-être en francophonie. On va voir. Qu'est-ce qu'on entend par référence? C'est que de référence business, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on attaque le monde du business par le savoir. Le savoir est indispensable pour n'importe quel entrepreneur. Comme je l'ai dit, on apprend une manière d'entreprendre qui est pour que tu puisses être durable, remarquable et pouvoir avancer avec tes propres moyens. Ça, c'est une chose. Une fois que tu as le savoir, tu vas avoir besoin d'autres choses. Peut-être de compta, peut-être de services juridiques, peut-être de X, Y, Z, peut-être de services, peut-être de studio de podcast, peut-être d'une agence marketing. Et du coup, là, au moment où je te parle, en fait, on travaille à la fois sur le fait de faire croître le centre de formation, parce qu'on est resté très discret pendant toutes ces années-là, parce qu'on aime poser des fondations solides. C'est ça. C'est ce que représente, on est sur un marathon, hein, c'est pour ça qu'on s'appelle Victory Lap. On représente une psy seul, le marathon continue, C'est ça. tout ça. On applique vraiment ces grands principes-là. Et donc, du coup, l'aspect centre de formation va grandir. Et à côté, on travaille déjà à construire de nouveaux services autour. Ça peut être un cabinet d'avocats, un cabinet d'expertise comptable, un studio de podcast, peu importe, on ne sait pas. Il y a plein de choses. Des couteaux suisses, c'est ça, hein? Voilà. Et il faut que dans 5 ans, Victory Lap puisse répondre à un grand nombre de services, de besoins ou résoudre des problèmes pour les entrepreneurs. C'est ça, Victory Lap. Donc, c'est plus qu'un centre de formation. Le centre de formation, c'est la brique numéro 1. D'accord. Mais ça prend du temps. On est dans notre marathon, tranquille, dans notre petite foulée. On a déjà officiellement 2 ans d'existence. Tranquille. Félicitations. On est là pour 10 ans. On n'est pas minimum. Donc voilà, c'est un projet de vie. On ne cherche pas à faire un coup. On est à l'aise. Ça marche. Ben, moi, j'ai tout, hein. Vraiment, je te remercie. Ben, merci à toi en tout cas. Je te remercie, voilà. Donc voilà, c'était le 100 Sauce avec Monsieur Banks. Abonnez-vous à ses réseaux. Monsieur Banks, Victory Lap. Donc voilà, c'était le 100 Sauce et l'épisode 3. Ciao.